Patrick Martin, bonjour. Vous êtes président du MEDEF. Bonjour. Alors, on peut s'étonner peut-être de la présence du patron du MEDEF dans un tel sommet, donc qui est dévolu à la transition écologique, hein. Expliquez-nous votre présence. Moi, je suis étonné que vous vous en étonniez. Pour moi, c'est parfaitement dans l'ordre des choses parce que les 190 000 chefs d'entreprise adhérents du MEDEF sont dorénavant pleinement conscients de l'impérieuse nécessité de s'engager sur cette transition, conscients également des menaces que ça peut représenter pour certains secteurs d'activité, certaines entreprises, certains emplois, par voie de conséquence, mais raison de plus pour s'y préparer, pour les anticiper et les accompagner, et puis surtout conscients des grandes opportunités que ça présente. Et je me permets d'ajouter un point. Moi, j'adore, hein, pour tout vous dire, ce que je fais, et en particulier participer à ce type d'événement parce que je prends encore mieux conscience de l'énergie, de la créativité, de l'esprit entrepreneurial qui existe à travers toute la France. Et alors, a fortiori, quand c'est en territoire, comme on dit maintenant, étant moi-même d'origine territoriale, eh bien, je prends beaucoup d'intérêt, beaucoup de plaisir à ça. Dans quelle mesure vous êtes présent aux côtés des entreprises pour les aider à cette transition? Alors, on est très présent. Alors, jusque-là, dans certains cas, en termes de sensibilisation, parce que c'est vrai que tous nos adhérents, ces fameuses 190 000 entreprises dans tous les secteurs d'activité, tous les territoires, n'avaient pas forcément conscience des enjeux, des conséquences économiques et sociales de cette transition. Ça y est, le virage est pris. Et dorénavant, on les Pardon, accompagne. vous avez vraiment le sentiment que la majorité des entreprises aujourd'hui sont partantes pour faire les efforts nécessaires pour cette transition? Ça sera perçu comme ça sera perçu. Je dirais oui, degré haute force. Je ne dis pas que ça suscite de l'enthousiasme chez tous nos adhérents, mais Autant que ce soit degré. autant que ce soit degré, bien sûr. Alors précisément, une fois la prise de conscience faite, et je suis très affirmatif dorénavant, elle est faite, hein. Nous, ce qui nous importe, ben, c'est l'accompagnement, c'est d'expliquer tous les dispositifs qui existent, de mettre en relation à l'intérieur du MEDEF ou avec des partenaires extérieurs nos adhérents pour que très opérationnellement, maintenant, eh ben, ils passent à l'acte. Alors, le gouvernement a fait adopter la loi Industrie verte en octobre dernier. Certains trouvent qu'elle ne va pas suffisamment loin, d'autres qu'elle va peut-être trop rapide et trop loin. Quelle est votre position à vous? À moi, ma position, la position du MEDEF, hein, c'est que cette loi, dans son esprit, est très bonne, mais qu'elle n'est pas assez puissante. On est très impressionné par les plaques tectoniques, hein, qui sont en train de se déplacer à travers la planète. Très impressionné de voir que les Américains accélèrent d'une manière absolument spectaculaire. On a véritablement, y compris sur le plan de la transition énergétique et environnementale, un fossé qui se creuse avec les Américains, précisément parce qu'ils ont mis en place des dispositifs. Je pense en particulier à l'Inflation Reduction Act, qui coche différentes cases, hein. C'est aussi un enjeu de souveraineté, un enjeu de puissance économique, mais quand même un enjeu de transition environnementale. Quand on voit à la fois les montants, la simplicité et la puissance des dispositifs mis en place, en regard, la loi Industrie verte n'est probablement pas suffisamment à l'échelle. Alors aujourd'hui, vous parlez des États-Unis. Justement, c'est plutôt à l'échelle européenne que la transition écologique doit se faire. La Commission a adopté lors du dernier mandat donc le Green Deal, le pacte européen, qui doit aboutir à zéro carbone en 2050. Est-ce que ça vous semble réalisable pour vos entreprises et notamment pour le secteur transport routier qui est le plus grand contributeur en matière de dépenses carboniques? Alors, je pense que c'est possible, je pense que c'est nécessaire, hein, cette neutralité carbone en 2050. En revanche, allez, je vais être gentil, on a de grosses nuances d'appréciation quant aux modalités. On trouve que le Green Deal tel qu'il a été conçu est beaucoup trop procédurier et surtout passe à côté d'une dimension qui nous paraît essentielle parce qu'il faut encourager la créativité, il faut faire confiance dans l'innovation et dans le progrès. Je veux parler de la dimension neutralité technologique. Je pense qu'il y a dans le Green Deal, comme dans un certain nombre d'autres textes européens dont j'insiste, on partage les objectifs. Il y a une forme de micromanagement et de prétention intellectuelle quasiment scientifique de la part des décideurs politiques à vouloir dans les moindres détails piloter tout ce qui devra se passer d'ici 2050 pour atteindre cette neutralité carbone. C'est-à-dire vous voudriez avoir plus de liberté dans la façon d'y parvenir? Absolument, absolument. Bah, c'est le propre de l'entreprise, hein, que de vouloir bénéficier de liberté. Qu'on se comprenne bien, la liberté, c'est pas l'anarchie, c'est pas le capitalisme sauvage. À nouveau, on est tous alignés dorénavant sur les objectifs
environnementaux. Mais quand on voit par exemple, vous y faisiez allusion, ce qui a été décidé pour les motorisations de véhicules, on a dorénavant la démonstration d'une part que ça peut avoir des effets pervers extrêmement graves en termes de souveraineté, en termes d'emploi, en termes de fracture territoriale, en termes de balance commerciale, au bénéfice, appelons un chat des Chinois, alors même que grâce au progrès, grâce à la recherche, grâce à l'innovation, on aurait pu probablement, et on devrait, parce que la messe n'est pas complètement dite, hein, même s'il y a cette interdiction de vente de véhicules à moteur thermique neuf à partir de 2035, on aurait peut-être, je reste prudent, pu trouver des alternatives technologiques qui n'auraient pas présenté ces effets pervers. Alors avant l'objectif de 2050 et du Green Deal, il y a l'objectif de 2030. 2030, c'est demain. L'objectif de réduire à 55% les émissions carbone. Là encore, est-ce que ça vous semble réalisable ? Ça me semble réalisable, à nouveau au prix d'efforts considérables, en particulier dans certains secteurs d'activité. C'est vrai que l'acuité du problème n'est pas du tout la même selon que vous êtes dans un métier de service intellectuel ou que vous êtes dans une industrie lourde. Et donc la condition, en définitive, de la réussite, c'est l'accompagnement financier. Premier point, est-ce que les entreprises sauront faire face aux 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires auxquels cette trajectoire de décarbonation les conduit, si, idéalement en termes d'autofinancement, à défaut en termes d'accompagnement par des financements publics, est-ce qu'elles en sont capables ou pas? Je parle de 40 milliards d'euros d'investissements supplémentaires par an pour la France. Voilà, donc nous on a un impératif de cohérence, à vrai dire la collectivité publique devrait avoir un impératif de cohérence, c'est-à-dire qu'on ne se fixe pas des objectifs, qu'on ne se réunisse pas autour de slogans sans aller dans le détail, parce qu'on sait que le diable est dans les détails. Ça n'enlève rien à ma conviction que c'est possible si on s'en donne les moyens. Alors aujourd'hui, est-ce que la prise de conscience est au niveau des entreprises et au niveau des citoyens vous semble-t-elle suffisante dans la mesure où le réchauffement climatique est bien plus important en Europe que dans le reste du monde? Oui, alors ça, ce sont, j'allais dire, les joies, plutôt les peines des phénomènes climatiques. C'est assez injuste, en définitive, hein, que l'Europe, qui n'est émettrice que de 7% des gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, que la France, qui n'est émettrice elle-même que de 0,7% des gaz à effet de serre, soit en première ligne des perturbations, des graves perturbations climatiques. Ça renvoie à une autre question qui est de savoir si à elle seule l'Europe peut régler le problème. Et donc on a un impératif d'abord d'accompagnement des pays qui n'ont pas les moyens de faire face à cette transition. Je pense en particulier à l'Afrique, où il y a un champ des possibles qui est considérable, mais il faut mettre en place les dispositifs, les financements. Et puis, Et la solidarité? Oui, la solidarité. Et d'autant qu'on connaît l'évolution démographique à venir de l'Afrique, qui à elle seule générera de nouvelles perturbations climatiques. Et puis, est-ce que l'Europe sera assez puissante et assez forte pour amener en particulier la Chine, l'Inde, les États-Unis eux-mêmes à s'aligner sur ces objectifs, sans quoi on a un vrai risque. Et je ne suis pas dans le déni en disant ça. J'ai suffisamment dit combien on était déterminé sur ces objectifs. Il y a un vrai risque que l'Europe soit vertueuse, mais la seule à être vertueuse. Et là, il y a un risque de décrochage et des problèmes considérables. On les vit dans notre quotidien. En même temps, vous parliez des États-Unis juste auparavant qui fait des efforts considérables. Absolument. Donc, et la Chine, d'une certaine manière. C'est très intéressant ce qui s'est passé en Chine l'année dernière. La Chine n'a jamais mis autant en service qu'en 2023 de nouvelles centrales thermiques. Ça n'enlève rien au fait que la Chine a installé à elle seule 50% des panneaux photovoltaïques qui ont été installés à la surface de la planète. Donc on voit bien que ces pays pivotent en définitive. Mais il ne faut pas que l'Europe, en toute chose, soit la variable d'ajustement de la planète. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes optimiste? Je suis optimiste si l'Europe se ressaisit, c'est-à-dire comme d'autres pays, comme d'autres continents le font, si elle réussit à réconcilier croissance et climat, qu'on ne parle pas dans des décisions un peu idéologiques, ni dans le sens de l'évitement, ni dans le sens de l'emballement. Merci beaucoup, Patrick Martin. Merci d'être venu sur le plateau de l'Hémicycle TV. Et bon sommeil, merci beaucoup. Merci.